Salut et bienvenue à un autre épisode de Quoi savoir. Quoi savoir est une émission d'éducation, d'information et de sensibilisation en vue de permettre aux immigrants et aux réfugiés une bonne intégration dans leur communauté d'accueil. Je suis Madame Gamon Amavi Virginie. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs d'immigration que nous devons coûte que coûte éviter. Avant de commencer, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez. Si vous connaissez des immigrants et réfugiés qui vivent aux États-Unis, s'il vous plaît, faites-leur du bien en leur envoyant cette émission. Comme nous le savons tous, ici aux États-Unis, nul n'est au-dessus de la loi, comme le dit la loi elle-même. No one is above the law. Donc, violer une loi aux États-Unis peut vraiment vous coûter cher. Violer une loi peut même détruire votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. C'est un avocat. Il va nous aider à connaître les erreurs d'immigration qu'en tant qu'immigrants, nous devons coûte que coûte éviter. Sans plus tarder, je vais lui donner la parole. Il va se présenter. Bonjour, Monsieur Dalmeida. Bonjour, Madame Gamon. Merci de me recevoir ce matin. C'est Maître Dalmeida, avocat au barreau de l'Illinois, comme on le dit en français. Merci de me recevoir ce matin pour me donner l'occasion d'aider les confrères, les consoeurs à comprendre un peu le processus d'immigration et à éviter les erreurs d'immigration qui, pour la plupart du temps, leur sont fatales. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous savons qu'un immigrant, c'est quelqu'un qui a quitté son pays d'origine pour s'installer dans un pays d'accueil. Vis-à-vis de la loi d'immigration, quelles sont les erreurs que les immigrants doivent vraiment coûte que coûte éviter? Pour répondre à votre question, j'aimerais ajouter aussi que les immigrants, en dehors du fait qu'on a les immigrants qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer dans un pays d'accueil ou dans un pays étranger, il y a aussi cette catégorie d'immigrants qui ont quitté leur pays d'accueil pour visiter un pays étranger. Les erreurs à éviter de façon générale, nous allons les classer à 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont ces erreurs qui sont relatives au formulaire d'immigration ou bien aux informations que nous donnons aux autorités américaines, que ce soit à l'ambassade, que ce soit ici aux États-Unis. Donc souvent, nous remplissons ces formulaires avec des erreurs ou bien nous remplissons les formulaires qui ne sont pas appropriés, des formulaires désuets, des formulaires qui ne répondent pas à la catégorie de la demande à laquelle nous postulons auprès des services d'immigration. Ça, c'est la première catégorie et ces genres d'erreurs, très souvent, peuvent être corrigés quand nous avons une lettre, quand l'immigration accuse réception de nos demandes et nous envoie une lettre nous signifiant que nous avons commis ces erreurs. Nous pouvons rapidement les corriger si les immigrants ou bien s'ils font appel à nos services. La seconde catégorie concerne ces immigrants qui ont donné une fausse information, soit par erreur, soit intentionnellement, ou bien soit par accident. Donc, c'est ce genre d'informations que nous donnons aux autorités américaines. Si ces informations ne sont pas correctes, ces informations viendront tôt ou tard nous hanter et nous poser de sérieux problèmes. Et la troisième catégorie d'erreurs que nous commettons, c'est quand nous tombons sous le coup de la loi aux États-Unis et que nous avons un casier judiciaire qui n'est pas aussi vierge. Et malgré cela, nous postulons, nous envoyons des demandes à l'immigration. Ces informations ou ces crimes que nous avons sur nos casiers judiciaires peuvent quand même nous porter préjudice. Merci beaucoup pour ces informations. Vraiment, c'est très édifiant.
Donc, comme vous les avez énumérés, il y en a 3 catégories. Il y a plus que Il trois, y mais a on va plus se que limiter aux mais 3 pour le moment. 3 grandes catégories. Oui, le remplissage des formulaires, mais ces erreurs peuvent être corrigées, seulement que ça peut tarder euh, le, Le retarder le, le le processus. Ouais. processus. Voilà. Et, et vous avez aussi mentionné mentir au service d'immigration. Ouais. Ouais. Vraiment, Ouais. et ça peut aussi, ça là, ça va vraiment vous être fatal. Ouais. Et aussi commettre des crimes. Parlant de crimes, j'aimerais parler de ceci. Certaines personnes, quand on parle de crime, ils ont l'impression que de tuer quelqu'un. Mais ici, quand on parle de crime, ça peut ne pas être tuer. Violer une personne aussi peut être appelé, c'est un crime, n'est-ce pas? Effectivement. Il y a, ou bien abuser d'un enfant, Ouais. il y a beaucoup de choses qui rentrent dans crime. Donc, il va falloir que nous mettons accent sur ça aussi. Et aussi, au niveau du remplissage des formulaires, je voudrais aussi nous rappeler que il y a beaucoup d'organisations à but non lucratif qui peuvent aussi vous aider à remplir les formulaires. Euh, dans le Kwasili ici, nous en avons beaucoup. Il y a Aquaba QC, il y a QCR, il y a World Relief, Immigration Project, il y en a beaucoup. Donc, si vous remplissez le formulaire et vous n'êtes pas vraiment sûr de bien les remplir, vous pouvez aller vers ces organisations à but non lucratif. Ils vont vous aider à les remplir gratuitement. La fois dernière, il y a un monsieur qui a raconté que quelqu'un lui a pris $200 pour l'aider à remplir un formulaire d'application de nationalité, que nous appelons citizenship. Vraiment, il y a pas mal d'organisations à but non lucratif qui peuvent vous aider gratuitement à faire à remplir vos formulaires. Donc, merci. Continuons, Monsieur Dalmeda. Euh, vous avez, si quelqu'un se trouve dans cette situation, et qu'est-ce que la personne, dans cette situation d'erreur d'immigration, c'est-à-dire mentir, peut-être la personne s'est vue que, vraiment, je n'aime pas donner des informations adéquates au service d'immigration, ou il a un problème, il a commis un bévue vis-à-vis de l'immigration. Dans ce cas, qu'est-ce que la personne doit faire? Ok. Si vous vous retrouvez dans ces cas où vous êtes soit vous avez reçu une lettre des services d'immigration vous notifiant le rejet de votre demande, vous pouvez rapidement consulter un avocat, vous pouvez rapidement nous consulter. Si vous vous retrouvez en procédure de déportation, ce qui veut dire si vous êtes automatiquement, vous avez un dossier au tribunal d'immigration, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des crimes sur votre casier judiciaire qui vous empêchent de poursuivre votre chemin d'immigration, je dirais, n'hésitez pas à contacter nos cabinets ou n'hésitez pas à contacter un avocat pour vous aider. Je dirais que c'est important de faire quand même diligence et avoir une copie de toute information ou de tout document que vous avez fourni à l'immigration. C'est très important parce qu'en tant qu'avocat, pour vous aider, nous aurons besoin de la totalité des informations que vous avez à votre niveau et que l'immigration aussi a à leur niveau. Très souvent, quand je vois un client qui me dit qui est coincé par quelque chose qu'ils avaient dit des années plus tôt ou qui ont fourni des informations, nous demandons au service d'immigration quand même de nous envoyer toutes les informations qu'ils ont sur ces personnes. Parce que la plupart du temps, les gens ne se rappellent pas de ce qu'ils ont dit à l'ambassade.
Les gens ne se rappellent pas de ce qu'ils ont dit à la porte d'entrée et les gens ne se rappellent pas des informations qu'ils ont fournies. Et en tant qu'avocat, il ne serait pas diligent de défendre ces personnes sans avoir une copie de ces informations. Et souvent, avoir ces copies va traîner le processus. Donc, c'est pourquoi il est recommandé, si vous avez ces copies à votre disposition, n'hésitez quand même pas à fournir ces copies, à donner ces copies à vos avocats. Il est important de préciser une chose par rapport aux détenteurs de visa. Tu sais, la loi américaine explique le visa. Les gens ont souvent tendance à croire que quand on a le visa, cela nous donne le droit d'entrer aux États-Unis. Tu sais, on se rappelle au pays, quand on a le visa, on organise une petite fête pour célébrer le départ. La vérité, c'est que la loi américaine nous explique que le visa ne nous donne que le droit de quitter notre pays et d'arriver à la porte d'entrée, pas d'entrée. Donc c'est pourquoi à la porte d'entrée, il y a une série de questions qui nous seront posées. Il y a une inspection à l'entrée. Et si l'officier d'immigration, ou comme nous appelons CBP, détermine que vous ne pouvez pas rentrer, vous pouvez bien sûr arriver à la porte d'entrée, mais vous serez, on va quand même vous transférer dans le prochain rôle pour vous retourner dans votre pays. Donc c'est très important de comprendre que le visa ne garantit pas l'entrée aux États-Unis, mais ne vous donne que l'accès à la porte d'entrée. Ça, c'était juste une parenthèse. C'est une très bonne information parce que nous sommes souvent surpris de voir des gens qui arrivent ici et on nous dit qu'ils sont arrivés à l'aéroport de Chicago et ils ne peuvent pas entrer. Et ils ne peuvent pas entrer dans le pays. Et ils se sont fait retourner. Et vraiment, ça nous surprend. On se dit comment? Et puis souvent, c'est des gens qui ont l'habitude de venir aux États-Unis. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, c'est une très bonne information de savoir que le visa que nous avons au pays, ce n'est pas pour entrer dans le pays, mais c'est pour arriver jusqu'à l'entrée de la porte du pays. Maintenant, à l'entrée de la porte du pays, souvent à l'aéroport, vous aurez une autre interview là-bas qui vous permet d'entrer. Si vous devez rentrer ou pas. Wow, merci beaucoup pour l'information. Ok. Parlant, vous avez parlé de consulter un avocat si quelqu'un se voit dans un cas vraiment et avoir un souci avec l'immigration. Et la personne doit consulter un avocat avant de faire quoi que ce soit. Et vous avez aussi mentionné quelque chose que souvent les gens doivent garder la copie des informations qu'ils ont données au service d'immigration. Et ça, ça m'a vraiment plu parce que plutôt, vous avez dit que nous devons dire la vérité à l'immigration. Souvent, si nous avons dit la vérité, on ne peut pas oublier ce qu'on a dit au service d'immigration. Vraiment, si c'est la vérité. Absolument. Donc, vraiment, c'est très important de dire la vérité au service d'immigration. Donc, parlant de consultation juridique, il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont d'avocats personnels. Est-ce que quelqu'un peut avoir un avocat personnel ou avoir un avocat dans ces cas et les appeler pour des consultations dont vous parlez? Oui, quand on a l'argent, comme on le dit, on peut tout avoir. Oui. Bon, avoir un avocat, cela dépend. Soit vous connaissez un avocat très bien que vous pouvez appeler à tout moment que vous avez des soucis. Mais personnellement, bon, mes clients qui m'ont engagé et qui me paient mensuellement sont souvent des entreprises. Puis bon, le cabinet aussi est en matière d'affaires. Mais pour les individus, je pense bon, si vous avez les moyens, vous pouvez quand même avoir un avocat de façon générale, un avocat de la famille que vous payez mensuellement, dépendamment des services des services rendus. Mais si vous n'avez pas les moyens, nous avons des associations à but non lucratif dans l'Illinois et je pense dans d'autres États aussi. Et le montant, c'est à un taux forfaitaire, vous pouvez quand même être représenté. Je sais et que c'est pas aussi facile d'avoir accès à un avocat par ces organisations. Souvent, vous allez quand vous appelez ces organisations, parce que je les ai recommandées à certains clients qui ne pouvaient pas payer mes services,
vous les appelez, bon, vous allez tomber sur la réception, on va vous programmer, un avocat éventuellement va vous rappeler, dépendamment de Ça votre prend souci. du temps. Ça prend du temps. Mais quand même, si vous n'avez pas les moyens, c'est très recommandé. C'est recommandé de passer par ces organisations et payer un taux forfaitaire que de se représenter à soi-même. Il y a rien, je n'ai rien contre à la représentation, se représenter soi-même comme nous l'appelons en procès, mais c'est souvent très risqué. Risqué. Très risqué. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Dalmeda. Se représenter soi-même est vraiment risqué. C'est bon d'être représenté par un avocat. Ouais. Et comme vous l'avez dit, si vous avez avoir un avocat personnel, c'est bon, mais ça demande beaucoup de moyens financiers. Donc, que pouvez-vous nous dire par rapport à ces groupes d'avocats? Nous avons appris aussi qu'il y a des groupes d'avocats et des groupes à qui vous enregistrez et vous payez un montant, un forfait chaque mois. Et quand vous avez un problème, ils peuvent vous aider. Il y a aussi de ces groupes que les gens peuvent aussi utiliser, n'est-ce pas? Oui, ce sont ces organisations dont je parle. Ok. Tu sais, en tant qu'avocat, bon, dans l'État de l'Illinois, et je sais pour la plupart des autres États, il y a le bénévole qui est imposé. Ok. Nous sommes tenus de faire du bénévole Ok. chaque année. Donc, ces organisations, par exemple, Chicago Bar Association, Illinois Bar Association, bon, Ok. nos barreaux se sont organisés à créer des structures. Donc, la manière dont cela se passe, c'est que si nous avons des clients qui n'ont pas les moyens, mais qui nécessitent une représentation et qui ont vraiment besoin de nos services, l'organisation quand même nous fait appel pour voir quel est l'avocat qui est disponible en matière innovante et est prêt quand même à offrir ses services bénévoles pour représenter ces genres de clients. Donc ce sont ces genres d'organisations Dont dont je vous parle. Ce parlez. sont des organisations d'avocats, Ok. souvent qui sont encadrées par les barreaux, que ce soit le barreau de l'Illinois ou le barreau de Chicago. Bon, je fais partie des deux barreaux, donc je connais bien ces associations. Si un client qui m'appelle, qui ne peut pas quand même payer pour mes services, je saurais quand même les orienter. Wow, merci. Monsieur Dalmeda, s'il vous plaît, dites-nous quelles sont euh, les conséquences de violation de loi d'immigration. Oh, pas seulement les conséquences de violation des lois d'immigration, les conséquences de violation de toute loi, elles sont vraiment L'aude. ouais, et fatales pour toute personne. Mais la violation des lois d'immigration, généralement, comme on l'avait dit tantôt, si par exemple vous êtes détenteur de visa et vous êtes à la porte d'entrée et au cours de cet entretien avec comme on dit, l'officier d'immigration, s'il s'avère que vous avez menti, par exemple, il y a un cas où quelqu'un c'était un détenteur de visa visiteur de la catégorie B1, B2, qui a été renvoyé dans son pays parce que comment on dit, les douaniers ont fouillé ses bagages, ont vu ses documents personnels. Il était en possession de sa nationalité et Wow. de son acte de naissance. Quel est ce visiteur qui va dans un pays étranger avec sa nationalité, une copie de sa nationalité, une copie de son acte de naissance, si ce n'est pas pour rester? Donc c'était clair pour les officiers d'immigration que celui-ci n'entre pas aux États-Unis pour retourner. Ce qu'il avait garanti, c'est ce qu'il avait quand même dit à l'ambassade. Donc ils ont déterminé que le client a menti et il a été déporté. Bon, il a été retourné dans son pays, comme on peut le dire. Donc, si vous êtes détenteur de visa et qu'il s'avère que vous avez menti, vous serez renvoyé dans vos pays. Et si vous êtes déjà au sein des États-Unis, vous êtes détenteur de visa et vous avez dépassé votre séjour, vous devenez illégal et dépendamment de où vous vous trouvez, vous serez en difficulté. Je sais que bon, dans des États, dans des villes comme Chicago, la police de Chicago ne demande pas le statut d'immigration aux personnes appréhendées, mais dans des États comme l'Arizona,
Même si tu es détenteur de la green card et tu n'es pas en possession de ta green card, cela peut te porter préjudice. Parce que la loi exige qu'en tant que détenteur de la green card, qu'on soit toujours en possession de cette carte. Maintenant, si vous êtes détenteur de la carte verte et que vous voulez vous naturaliser, ou bien vous avez fait la demande pour le regroupement familial, que ce soit pour votre époux ou épouse, ou votre conjoint de façon générale, ou pour vos enfants, s'il s'avère que vous avez, à un moment donné, fourni des informations qui sont incorrectes, des informations qui sont fausses, cela peut entraîner quand même que le rejet de votre application ou catégoriquement enclencher vous-même votre procédure de déportation. S'il s'avère que l'information fausse a été fournie dans le but d'obtenir la carte verte, que ce soit dans nos pays respectifs ou ici. Ouais. Oh. Merci beaucoup. Merci pour ces informations très riches. S'il vous plaît, Monsieur D'Almeida, si nous savons que ces derniers temps, et beaucoup de gens viennent de par la frontière, quels conseils pouvez-vous donner à ces personnes? Ok, pour ceux qui arrivent par la frontière... Pas seulement eux, mais toute personne sans papier aux États-Unis. Quels conseils pouvez-vous leur donner tous? Bon, la première catégorie, c'est ceux qui ont dépassé leur séjour. Comme je l'avais dit, ce sont des gens qui sont rentrés aux États-Unis par un visa. Et si il n'est pas recommandé de dépasser votre séjour. Si on vous accorde un séjour limité, s'il vous plaît, retournez avant l'expiration de ce séjour. Bon, si vous trouvez dans des situations difficiles, ou bien vous avez l'intention de demander l'asile, alors là, je recommanderais que vous contactiez un avocat le plus tôt possible, puisque vous avez un an pour pouvoir envoyer votre demande d'asile. Et si vous arrivez, la seconde catégorie, c'est ceux qui arrivent par la frontière. Si vous arrivez par la frontière, leur cas est un peu spécial. Parce que souvent, ils sont appréhendés à la frontière, détenus et relâchés parce que nous appelons NTA, Notice to Appear. Là, ils sont automatiquement en procédure judiciaire et en procédure d'immigration. Là, je recommande très vivement de ne rien faire sans contacter un avocat. Je comprends un peu les difficultés de la vie aux États-Unis. Une fois entrés, ils sont soucieux de trouver, un choix, soucieux de trouver un travail. Ils accélèrent le processus où des fois, il y a des clients qui s'attellent à envoyer des demandes eux-mêmes juste pour obtenir le permis de travailler. Et ces informations qu'ils fournissent en se précipitant dans le processus, finissent par les hanter. Donc, je recommande très vivement, si vous êtes soit à quelqu'un qui a dépassé son séjour ou quelqu'un qui est en processus d'immigration parce que vous êtes rentré par la frontière, c'est très recommandé de contacter un avocat très rapidement. Il y a beaucoup d'avocats d'immigration. Si vous nous contactez, vraiment que nous ne vous rappelons pas dans un délai raisonnable, s'il vous plaît, il y a d'autres avocats que vous pouvez quand même appeler. Il y a plein d'avocats aux États-Unis, mais de grâce, ne précipitez pas le processus pour pouvoir quand même, vous entraîner dans des difficultés délicates. Merci beaucoup, merci. Monsieur D'Almeida, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui nous regarde maintenant? Bon, le grand conseil que je puisse donner à ceux qui nous regardent actuellement, c'est nous sommes dans un pays étranger et la loi est très compliquée, dépendamment de où vous trouvez. Puisqu'il y a la loi au niveau de la ville, il y a la loi au niveau de l'État, il y a la loi au niveau fédéral. Et nous parlons de l'immigration aujourd'hui qui est fédérale. S'il vous plaît, si vous avez des questions, peu importe le domaine de la loi, si vous avez des questions juridiques, n'hésitez pas à contacter un avocat. Vous pouvez quand même recommander à nos services si vous choisissez nous contacter. Mais de grâce, toute inquiétude, si vous avez des questions juridiques, si vous avez des soucis, si vous avez l'intention d'envoyer quelques demandes à l'immigration, si vous avez reçu une lettre de l'immigration vous notifiant une difficulté, n'hésitez quand même pas
à vous approcher de nous. Nous serons vraiment très contents de vous représenter et de vous aider quand même à, faire taire cette difficulté. Merci beaucoup, Monsieur Dalmeda. J'aimerais mettre l'accent sur quelque chose que vous venez de dire et consulter un avocat. Vraiment, c'est plus moins cher même de consulter l'avocat avant d'entreprendre ces procédures juridiques que de ne pas consulter un avocat et d'avoir des problèmes et appeler un avocat. Parce que la consultation juridique peut vous coûter seulement quelques centaines de dollars. Mais évidemment, si vous n'avez pas fait cela en amont, après que vous avez des problèmes, vous allez dépenser des milliers. Des milliers de dollars. Vous voyez la différence? Ouais. Donc, c'est très important de consulter un avocat avant d'entreprendre des procédures juridiques. Merci. Merci, madame. Sur ce, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir regardés. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez. Et n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne Global Diaspora TV pour regarder d'autres émissions qui vont beaucoup vous aider à bien vous intégrer dans la communauté ici aux États-Unis. Merci, à nous revoir, à la prochaine.